Alors bonjour à tous. Pour commencer cette présentation, une fois n'est pas coutume, j'aimerais d'abord remercier l'UPPL, l'Université populaire du Pays de Lorient, qui m'a permis de m'exprimer en son nom grâce à cette conférence, en sachant qu'aujourd'hui nous allons parler donc des contes amérindiens et de la naissance de la planète dans le cadre du thème de l'année qui est justement Et ta planète. Alors tout d'abord, cela nécessite quelques petites précisions par rapport au titre et au sujet. Tout d'abord, nous allons traiter uniquement les contes amérindiens d'Amérique du Nord, à savoir Mexique, Canada, États-Unis, notamment ceux qui nous sont connus grâce au 19e siècle, parce que c'est la période sur laquelle je maîtrise le plus de choses. La naissance de la Terre, c'est un angle d'approche qui va nous servir aussi à parler de ce que sont les contes amérindiens d'une manière générale. Mon propos ne sera pas que centré là-dessus, faute d'informations. De plus, il convient de dire que la planète, elle a plusieurs acceptations. Ça peut être à la fois la planète Terre, mais aussi la surface du monde en tant que telle, ainsi que également la morphologie de ce monde, son organisation, sa surface. C'est évidemment une approche qui est hautement incomplète, puisque c'est un sujet qui a été que partiellement exploré de nos jours, notamment par les ethnologues, mais aussi en partie par les historiens. Et donc, vous pouvez trouver sur Internet ou en librairie de très nombreux ouvrages qui traitent de ce sujet-là. Autre point sur lequel il faut revenir en introduction, c'est le terme amérindien, le mot amérindien. Contrairement à ce qui est dit souvent et notamment par les intéressés, les Amérindiens ne sont pas ce qu'on appelle les First Nations, les Premières Nations, comme ils le revendiquent notamment aux États-Unis de nos jours. Alors ils étaient certes là et bien là avant l'arrivée des Européens. Toutefois, on a constaté grâce à l'archéologie notamment que d'autres peuples, d'autres tribus, d'autres nations constituées sont antérieures aux tribus actuelles et que les peuples amérindiens n'ont pas échappé aux guerres, aux conflits, aux migrations, en bref à tout un contexte géopolitique qui fait que les nations présentes actuellement où elles le sont, contrairement à ce que le revendiquent, ne sont pas les Premières Nations. Par ailleurs, le terme Première Nation fait spécifiquement référence aux Amérindiens d'Amérique du Nord et il exclut notamment ceux d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, alors que justement les populations d'Amérique du Nord font partie des dernières à être arrivées sur le continent des Amérindiens, sur l'Amérique. Alors comment les appeler? Les autochtones, comme on pourrait le traduire par rapport aux natives français, serait peut-être ce qui est le plus correct. Mais le problème, c'est que c'est une version extrêmement condescendante, très coloniale, notamment comme le mot indigène, qui fait que en français, on ne l'emploie plus. Et encore pire, c'est l'appellation de peau rouge. Natif, en soi, le mot est incorrect en français, puisqu'il me semble que cela vient d'un anglicisme, ce qui n'est donc pas parvenir du vrai français. Le mot indien non plus n'est pas exact, étant donné que il fait référence aux habitants des Indes et donc à une erreur de navigation qui a mené justement les Européens, même s'ils le savaient plus ou moins, à arriver en Amérique. Et donc, amérindien en tant que tel reste toutefois le meilleur compromis, le meilleur mot, et c'est celui que nous allons utiliser aujourd'hui. Et donc, pour commencer, avant de parler de la création de la planète en tant que telle, nous allons revenir sur, grosso modo, déjà d'une base, présenter ce que sont les contes amérindiens et l'importance qu'ils ont en eux-mêmes. Alors, que dire sur les contes chez les Amérindiens? Le problème, c'est que déjà, ils posent beaucoup de difficultés aux historiens et aux ethnologues, parce qu'il y a une extrême diversité dans les mythes et dans les histoires racontées par les tribus autochtones d'Amérique du Nord. Les contes sont très différents en fonction des peuples, de leur culture, de leur mode de vie, mais aussi des spécificités de leur territoire, parce qu'en général, ces contes sont très liés au quotidien. Par exemple, les peuples qui sont au bord de la mer vont avoir beaucoup plus de contes liés à l'eau, à l'élément aquatique. Au contraire, par exemple, des peuples des grandes plaines qui auront, eux, beaucoup plus de contes sur certains animaux, comme le bison notamment. Et ça, c'est justement certains ethnologues, chercheurs, notamment Richard Erdős et Alfonso Ortiz, qui ont montré justement cette diversité assez incroyable. Autre difficulté, et qui n'est pas des moindres, c'est que les contes amérindiens ne sont plus de nos jours tels qu'ils étaient à l'époque. Mais ils n'étaient pas non plus à l'époque comme ils étaient à l'époque précédente. Les contes qui sont majoritairement oraux, en fait, sont modifiés de génération en génération par les conteurs eux-mêmes, notamment puisque jusqu'au XIXe siècle, la grande majorité des tribus amérindiennes ne disposent pas d'un langage écrit. Seules quelques-unes en ont. Et malgré le fait qu'elles puissent utiliser le dessin. Et d'ailleurs, c'est en général celles que l'on considère comme étant les plus stables, à savoir les contes et les histoires qui sont restées fixées par l'écrit dès cette époque, sont celles qui ont véritablement le moins évolué, et idem de nos jours avec les contes qui peuvent être enregistrés à audio, enfin par audio ou en vidéo. Alors à quoi servent ces contes?
Déjà pour commencer, il faut préciser que ces contes ont un rôle assez important dans la vie des Amérindiens. Leur utilité va dépendre également du type de conte dont il s'agit, en sachant qu'un conte peut relier plusieurs utilités. Pour commencer, les contes ont une fonction de loisir, de divertissement. C'est d'ailleurs ce qui a fait dire à John Fire Lame Deer: Coyote, Iktomi et tous ceux de leurs espèces sont sacrés. Un peuple qui, comme nous autres Indiens, a tant de raisons de pleurer, a également besoin de rire pour survivre. Par exemple, quand on prend les Hopis, donc, qui sont une tribu amérindienne du sud des États-Unis et du Nord-Mexique, les conteurs sont régulièrement accompagnés de bouffons, des bouffons sacrés, qui miment le comportement et les péripéties des histoires, et y compris quand ça devient intime, le but étant de faire rire le public. Les contes ont aussi une fonction mythologique. Ils sont vecteurs de la transmission d'une culture, d'une tradition, d'une forme de spiritualité, de philosophie, etc. Ils servent donc à comprendre le monde, comment l'homme a été créé, ainsi que les autres animaux, comment les objets ont été créés, quelles sont leurs caractéristiques de manière générale, comment l'environnement a-t-il évolué, est-ce qu'il y a des spécificités hommes-femmes, et oui, et pourquoi, et en ce qui nous intéresse, nous surtout aujourd'hui, eh bien comment la planète, le monde a été créé et comment s'est-elle organisée. Ce sont des contes qui, de nos jours encore, sont racontés. Dans certains cas, mais c'est assez rare, les contes ont une fonction religieuse, qui est reliée du coup à l'animisme. Savoir que chez les Amérindiens, les hommes sont en général inclus dans le même monde naturel que les autres animaux, les autres êtres vivants, comme aussi l'arbre, les arbres, comme l'eau. Les... Tous ces êtres sont vivants, tous ces êtres sont égaux, tous ces êtres ont un esprit qui les anime. Ils sont en général frères et sœurs, et on va dire que ça sert à enrichir justement un discours qui montre qu'il n'y a pas de différence, pas de supériorité vis-à-vis de l'un ou de l'autre, et un discours qui a une portée religieuse. Dans certains cas, ces contes ont également une fonction historique, une fonction commémorative, puisqu'ils permettent de faire connaître les actions d'une tribu ou d'un individu, et également de grands événements qui ont eu lieu. Ils reflètent l'organisation des sociétés. Par exemple, chez les Pueblos, certains contes reflètent l'aspect matrilinéaire de la société, où on explique justement pourquoi les premiers humains sont des femmes et pourquoi du coup ce sont les femmes qui commandent, qui possèdent, qui dirigent. Également, tout comme beaucoup de contes en Occident, les contes amérindiens ont une visée moralisatrice. Alors, ce qui est assez original, c'est que la façon de penser n'est pas strictement la même que la nôtre, et donc parfois, lorsque l'on lit un conte amérindien, on ne comprend pas la morale, on ne comprend pas vraiment la fin, elle nous paraît assez étrange. Et cette autre spiritualité, du coup, transparaît bien à ce moment-là. Et à mon sens, plus le conte a été fixé, alors notamment par l'écrit, mais aussi par l'audio, par la vidéo, il y a longtemps, plus la spiritualité peut nous paraître différente, en sachant que cette visée moralisatrice qu'ils peuvent transmettre est destinée aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Et puisqu'on parle d'adultes, on peut également le dire, il y a chez les Amérindiens beaucoup plus de contes à visée érotique, à visée sexuelle, à visée romantique. Par exemple, il y a un conte dans la tribu des Ponca qui explique comment le point G est arrivé dans la femme. Et enfin, dernière fonction, et c'est assez inédit d'ailleurs par rapport aux contes notamment connus en Occident et en Europe, les contes amérindiens sont vecteurs d'espoir, vecteurs de futur. Le créateur est parti vivre ailleurs et il va revenir. Et ils servent notamment, on va dire, à essayer de soutenir les situations difficiles, comme l'impact de plus en plus présent des colons européens puis états-uniens en Amérique du Nord. Et ils se tournent parfois d'une version, on va dire, prophétique, ce qui va rejoindre de temps en temps la fonction religieuse, et ce notamment au 19e, qui est le siècle où les tribus amérindiennes ont été le plus confrontées à la progression des colons et des États-Unis. Il existe beaucoup de croyances et de pratiques particulières qui sont reliées aux contes amérindiens. Dans certaines tribus, par exemple, malheureusement je manque un petit peu d'informations pour chercher précisément lesquelles, un conte ne doit pas être raconté en hiver, au risque de tomber malade ou d'être blessé par un animal. Dans d'autres tribus, un conte ça doit se raconter le soir ou la nuit, sinon on risque de devenir chauve. Certaines tribus essayent d'interdire à leurs conteurs de changer le moindre mot dans l'histoire qu'ils racontent, ce qui n'est pas évident, notamment quand c'est un conte qui se transmet de façon orale, quand d'autres permettent justement au conteur de totalement réinterpréter son conte s'il le souhaite, notamment pour s'adapter à son public. Il existe aussi des contes, notamment dans les tribus du nord-ouest des États-Unis et du Canada, qui appartiennent à une famille ou à une tribu et qui ne peuvent être racontés que par cette tribu ou par cette famille. D'une manière générale, s'il fallait essayer de grouper un petit peu les idées, les contes sont racontés en groupe d'individus évidemment.
Ça va souvent de la famille à parfois la tribu tout entière le soir. Il y a une photographie qui est assez connue d'Edward Curtis qui a été prise en 1907 où, je vous la partage, on voit un groupe d'Apaches à l'arrêt qui sont en train justement de raconter un conte. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que cette photographie est une reconstitution, à savoir est-ce que Curtis a demandé aux Amérindiens de poser pour qu'ils racontent un conte et les prendre en photo, ou bien est-ce qu'il a capturé un vrai instant. Mais au final, peu importe pour nous, puisque si Curtis a demandé à des Amérindiens de s'installer et de faire comme s'ils racontaient un conte, ils se sont mis dans des dispositions qui pour eux semblaient logiques, quotidiennes, et ils ont reproduit donc ce qu'ils auraient fait normalement dans la réalité. Donc on va dire que même si c'est une mise en scène, ce qu'on ne sait pas, eh ce n'est pas du tout gênant pour nous. Il y a un artiste Ojibwe qui vit dans l'Ontario qui s'appelle Norval Morisseau, qui a représenté et qui s'est représenté d'ailleurs enfant, en train d'écouter aussi un conte raconté par son grand-père, pardon, que je vous partage également en image, qui montre également ce côté un peu plus familial, ce côté un peu plus proche, relationnel, en petit comité, que pouvait revêtir justement le fait de raconter un conte chez les Amérindiens. Alors si tout à l'heure on a vu qu'il existait une très grande diversité de contes, il faut aussi savoir parfois nuancer et regrouper un petit peu les avis. Il existe des généralités dans les contes amérindiens et on va beaucoup s'appuyer dessus ici parce qu'on ne pourra pas être exhaustif. Par exemple au niveau des personnages. Les grands personnages sont souvent les mêmes dans les contes amérindiens. Ils vont pas nous sembler si originaux que ça, puisque justement, par rapport à ce que nous on connaît en Occident, il y a certaines ressemblances, certaines logiques, et ce qui est intéressant, c'est que justement ça casse, pardon, un petit peu le stéréotype de l'indianité. Alors le plus connu de tous les personnages dans l'ensemble des contes réunis, dans l'ensemble des tribus réunies, c'est Coyote. Coyote, c'est ce qu'on appelle un décepteur. Donc dans un conte, un décepteur, c'est un personnage qui est farceur, qui est un petit peu rigolo, qui tour à tour va prendre au piège ou va être pris au piège. Souvent d'ailleurs, il est le personnage central du conte dans lequel il va apparaître. Le décepteur peut à la fois faire le bien comme le mal, volontairement ou non, et c'est une personne qui est remplie de paradoxes. Il est héros mais en même temps anti-héros, il est courageux mais il est peureux, il est cupide mais parfois il peut être très généreux. Par exemple, chez les Amérindiens, souvent c'est Coyote qui va donner la lumière et le feu aux hommes. C'est souvent un bon vivant, il est gourmand, il aime les femmes, mais souvent il se retrouve pauvre. C'est un maladroit, c'est un incapable, et pourtant il s'en sort en général très bien. Il est assez rusé et intelligent, mais parfois il tombe même dans ses propres pièges tellement qu'il va, par orgueil ou par bêtise, se jeter en avant dans une histoire. Et en Occident, on a un décepteur qui est très connu et qui est très proche de Coyote, c'est Renard. Sauf que Renard, en Occident, n'a pas l'aspect burlesque, voire parfois franchement stupide, que peut avoir Coyote. En sachant que Renard existe également dans les contes amérindiens et qu'en général, il a une propension à être beaucoup plus sage. Il existe aussi des monstres chez les Amérindiens, et le plus connu d'entre eux, qui a traversé vraiment les siècles et qui de nos jours fait partie de la postérité, c'est celui qu'on appelle le Wendigo, qui est un monstre un petit peu difforme, qui a plusieurs capacités, notamment celle de se transporter, donc se téléporter, mais aussi de changer de forme. Alors, ça dépend évidemment des tribus. D'une manière générale, le Wendigo, il a souvent un visage très squelettique avec des bois de cerf. Il va avoir de très grandes griffes pointues qui lui permettent justement de tuer ses victimes. Et c'est un personnage qui, comme dans de nombreux contes, est censé faire peur aux enfants. Il y a quelques personnages également qui servent de héros dans les contes, si ce n'est les décepteurs, et qui vont, on va dire, être des héros pratiquement tout le temps. C'est le cas notamment d'Oiseau Tonnerre, qui est présent dans toutes les régions et dans quasiment tous les contes amérindiens, qui pourrait, chez nous, on va dire, être rapproché du lion. Parce que Oiseau Tonnerre est fort, il est intelligent, il est brave, il est charismatique, c'est un chef, et même si c'est parfois un personnage qui ne gagne pas, notamment face à Coyote, il est en général écouté et respecté. Certaines tribus aussi, dans certaines régions, vont avoir des personnages très récurrents et qui vont revenir très régulièrement. Par exemple, dans les grandes plaines, notamment chez les Sioux, vous avez Iktomi, qui est l'homme araignée ou la femme araignée, et qui va pouvoir prendre différents rôles, être à la fois décepteur, parfois être un personnage secondaire, parfois un personnage très important comme Oiseau Tonnerre. Et puis, il y a toute une horde, si on pourrait dire, de personnages secondaires qui sont notamment bisons, lapins, corbeaux. Et souvent, ces personnages-là ont des rôles qui sont reliés en fait à leur capacité physique et à leur comportement naturel. L'ours, souvent, est gourmand. Il dort beaucoup parce qu'il hiberne. Et enfin, un dernier personnage que j'ai omis jusqu'à présent, mais qui est très souvent présent dans les contes amérindiens, eh bien c'est l'homme l'humain. L'homme, il a une grande part dans les contes, en particulier chez les Amérindiens au travers de la figure des jumeaux, qui revient souvent en fait à la dualité entre le bien et entre le mal.
Alors venons-en maintenant au cœur du sujet, à savoir la création de la planète. La création du monde, c'est en général un sujet de choix dans les contes amérindiens, et presque toutes les tribus ont des contes qui vont parler justement de la façon dont le monde est né, a été formé, comment il s'est organisé, à quoi il ressemblait au début et à quoi il ressemble de nos jours. Et il existe à ce sujet d'ailleurs deux types de contes qui sont quand même relativement fréquents. La première grande catégorie, c'est l'idée où le monde primordial, le monde d'origine, est aquatique. Et la Terre ensuite est formée par des créatures, des personnages, avec de la boue. Soit elle est formée telle qu'elle, soit elle est posée sur le dos d'une tortue. Et dans ce cas-là, on parle plutôt de la création de la Terre au sens terrestre que de la planète en elle-même. C'est possible, mais ce n'est pas certain, que cette idée-là se soit affirmée pour parler de la création du continent américain en tant que tel au XVIIIe au XIXe, lorsque les Amérindiens, tout simplement, se sont retrouvés confrontés à d'autres cultures, notamment les cultures européennes, qui arrivaient d'autres continents et qui n'avaient pas du tout cette explication-là. Et évidemment, je n'ai absolument aucune preuve pour pouvoir avancer cette idée. L'Amérique donc devient rapidement une île qui est posée sur le dos d'une tortue. Et par exemple, ça apparaît beaucoup dans certains symboles, notamment par exemple dans les étendards, les symboles des Hurons-Wendat, qui sont une tribu qui se situe grosso modo qui se situait notamment au niveau des Grands Lacs entre les États-Unis et le Canada actuel. Cette création de la planète peut être faite par les animaux ou bien par un esprit. Souvent, donc, on a le rôle du grand esprit, du grand Manitou, qui a de nombreux noms chez les Amérindiens, ça va dépendre de leur langue, hein, tout simplement. En l'occurrence, par exemple, chez les Sioux, on l'appelle Wakantanka. La boue, d'ailleurs, qui sert à façonner ce monde, qui est utilisée par des animaux ou par des esprits, est aussi souvent utilisée, donc c'est la même boue, pour créer d'autres personnages et pour leur donner la vie. En général, d'ailleurs, c'est comme ça que l'homme est créé, façonné justement par l'idée de cette boue, et ça contribue à renforcer le rôle et l'image de ce qu'on appelle la terre-mère chez les Amérindiens. Mais parfois aussi la création de la Terre, et ça c'est assez original, la création de la planète a lieu après la création des hommes. Dans ce cas, souvent, une idée ressort, c'est l'idée qu'il existe plusieurs couches de monde successivement empilées les unes sur les autres, et que les hommes et les hommes et les animaux vont passer de l'une à l'autre, notamment quand une couche de monde est en train de mourir. Alors soit ils montent vers un monde supérieur, avec notamment des roseaux, avec des arbres, des tiges, des échelles qu'ils vont construire, soit ils vont descendre d'un monde supérieur vers un monde inférieur, notamment en arrivant par son ciel. Ce sont des contes qui dévient non plus forcément sur la création de la planète en tant que telle, mais sur la création d'une nouvelle forme de planète et le passage d'un monde à un autre, sans pour autant insister sur la façon dont le monde global, cette superposition de couches, hein, ce millefeuille, a été créé. Dans les tribus des plaines, souvent d'ailleurs, on fait la comparaison avec un tipi qui est ouvert au sommet pour laisser passer la fumée. Et du coup, on profite parfois pour dire que justement, bah là, les humains sont passés par là à leur tour. Et alors on constate que parfois, le conte sur la création du monde est l'occasion pour le conteur d'aller placer des éléments qui permettent d'expliquer comment le monde s'organise et à quoi il ressemble. Par exemple, chez les Apaches d'Icarias, les premières montagnes en fait grandissaient sans cesse. Le but étant que les hommes puissent, grâce à ces montagnes, atteindre le monde qui était au-dessus. Jusqu'à ce qu'un jour, par erreur, par méconnaissance, deux jeunes filles marchent sur les petites montagnes, ce qui stoppe la croissance. Et ce qui fait dire aux Apaches d'Icarias, eh bien c'est pour cette raison en fait qu'un garçon ne grandit plus une fois qu'il a couché avec une femme. Ils disent aussi que, en général, les cornes des bisons étaient droites et que les bisons ont fourni leurs cornes afin de faire des échelles pour atteindre le monde du dessus, vu que les montagnes ne grandissaient plus, et que les cornes se sont tordues avec le poids des humains qui ont essayé de grimper pour passer au monde supérieur, ce qui fait que de nos jours, les bisons ont les cornes tordues. Il existe aussi des versions plus localisées de certaines formes de naissance de la planète. Chaque tribu peut avoir en effet des spécificités. Par exemple, les tribus du nord-ouest du Mexique ou du sud-ouest des États-Unis, ça dépend comment on le voit, ont une vision qui est, pour la création du monde, plus axée en fait sur une relation entre la terre-mère et le père ciel, et qu'ensemble ils auraient fait naître le monde, à savoir la façon dont il l'organisait, plus que la planète en elle-même. Parfois aussi, on profite d'un conte sur la création du monde pour glisser à l'intérieur une petite morale, ce qui est le cas par exemple chez les tribus Snohomish, où le ciel en fait est tellement bas que les gens passaient leur temps à se cogner la tête dessus, et que ensemble,
en groupe, ils ont forcé en même temps et que leurs efforts conjugués ont permis justement de soulever le ciel et de créer le monde tel qu'on le connaît actuellement. Ce qui sert à montrer justement que c'est important de pouvoir fournir des efforts dans un cadre collectif pour assurer justement le bien commun. D'une manière générale aussi, on se rend compte que les Amérindiens sont attachés à ce monde. Et selon John Fire Lemdeer, chez les Sioux brûlés, le sommet des Black Hills, donc qui sont la terre sacrée des Sioux, c'est la seule partie de la terre qui n'a pas été submergée en fait par la grande inondation provoquée par Unctei. Donc c'est le monstre qui vit sous l'eau chez les Sioux justement. C'est une sorte de pendant de Wendigo, un deuxième monstre, un deuxième méchant. Et justement, du coup, les Black Hills deviennent la demeure de l'aigle, donc Wangle Galeshka, et donc ils deviennent une terre sacrée. Au passage, l'aigle va épouser la seule personne qui a survécu, une jeune fille, ce qui fait que les Sioux deviennent de ce fait les descendants de l'aigle. C'est pour ça que c'est un animal sacré chez eux. Et d'ailleurs, ensuite, le monde est reconstruit à partir de cet endroit, ce qui permet de comprendre justement leur attachement à cette partie des Grandes Plaines et aussi du coup leur férocité à la défendre au XIXe siècle face à l'avancée progressive des colons. Alors toutefois, quand on essaye de lier les contes amérindiens et la création de la planète, il y a un axe qu'il ne faut pas oublier, c'est que les contes amérindiens sont confrontés à la création d'une nouvelle planète, à savoir celle des Européens, celle des colons d'Europe et d'Amérique. Alors, sachant que, bah oui, sans surprise, les contes amérindiens sont confrontés justement à des changements géopolitiques, sociaux, qui vont derrière, à leur tour, les modifier. Le problème, en fait, c'est que les contes sont, on va dire, confrontés à une double menace, notamment les contes qui traitent de la création de la planète. La première, pour eux, et elle commence dès l'arrivée des Européens, c'est la menace de la religion chrétienne, qui ne dit pas en fait la même chose que les contes amérindiens sur la naissance de la Terre. Très vite, les tribus sont confrontées à un processus d'évangélisation qui est plus ou moins radical, plus ou moins soutenu, avec des conversions parfois massives ou forcées, parfois des conversions sociales un peu plus souples, où on va emmener les enfants dans des écoles chrétiennes. Et donc, les contes amérindiens, et pas uniquement ceux sur la création de la planète d'ailleurs, deviennent tabous, ils deviennent païens, grotesques, ou dans le meilleur des cas, ils deviennent simplement ignorés. Parce que vous comprenez que dire qu'une vierge tombe enceinte, c'est crédible. Par contre, dire que c'est Guillaume Coyote qui a façonné le monde à partir d'une flaque de boue, on a beaucoup plus de mal à le croire à l'époque. Ça, c'est pour les sauvages. Donc les contes, en fait, rapidement, sont de moins en moins transmis de génération en génération. Et certains se perdent. Alors, probablement, on n'a pas de traces, on n'a pas de preuves. Ça, c'est un processus qui est très puissant des années, on va dire, 1850 aux années 1950. Et ça a probablement modifié des contes, y compris des contes qui parlaient justement de la création de la planète. Par exemple, les deux chercheurs dont nous avons parlé, donc Alfonso Ortiz et Richard Herdoes, sont quasiment sûrs que le serpent tentateur qui apparaît dans certains contes Pueblos et Hopis, on va dire, n'est pas d'origine, il n'est pas made in Pueblos. Parallèlement, les contes aussi sont confrontés à une deuxième menace qui est celle de la science. La science qui n'a pas non plus le même discours que les Amérindiens et que leurs contes sur la création de la planète. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, on sait de nos jours scientifiquement que ce n'est pas Guillaume Coyote qui a créé la planète, pas plus qu'un dieu quelconque dans une quelconque dimension. Et d'une manière générale, la rationalité scientifique ne laisse à ces contes qu'une place en fait divertissante et éventuellement aussi une place, on va dire, sociale, une place d'appartenance à un groupe culturel. Donc les contes sur la création de la planète, en fait, sont bouleversés dès l'époque par justement la création de cette nouvelle planète extérieure qui est justement notamment celle des Européens et celle des colons. Et justement, les tribus s'en rendent compte et elles le ressentent en premier chef. Par exemple, chez les Sioux, le bison est un élément extrêmement vital de leur culture puisqu'il leur permet de leur donner de la nourriture, des matières premières fondamentales pour monter leur campement, pour fabriquer leurs équipements, leurs armes, leurs accessoires et leurs objets de tous les jours. Les bisons, dans les contes, sont un don de femmes bisons blancs. Et le fait que les bisons disparaissent quasiment totalement au XIXe siècle aux États-Unis suite à des chasses massives et volontaires montre aux Sioux que leur monde à eux court un grave danger et que leur planète à eux s'efface au profit d'une nouvelle planète qui est justement celle des Blancs. Néanmoins, on constate que depuis les années 1960-1970, il y a un certain essor des mouvements amérindiens et aussi un certain goût pour ces mouvements-là, avec la recherche d'une nouvelle forme de spiritualité. Donc la Renaissance, par exemple, a vu la redécouverte un petit peu de l'art et de la spiritualité antique. Eh bien, la seconde partie du XXe siècle fait pareil à une plus petite échelle
avec justement les spiritualités et les modes de vie amérindiens, ce qui fait que ça a redonné, ça a remis au goût du jour les contes amérindiens, y compris justement ceux sur la création de la planète. Alors cet état de fait nous permet aussi de nous poser une autre question. De nos jours, c'est beaucoup moins le cas, mais est-ce qu'à l'époque, les Amérindiens croyaient justement leur mythe sur la création du monde? Eh bien évidemment, la réponse, elle doit être nuancée. Déjà, on peut dire que oui. Oui, parce que justement, ces contes servent à expliquer certaines choses, et donc si ça semble logique, on peut y croire. Il y a aussi l'aspect, dire, social du groupe, qui donne ce sentiment de vrai, et puis il y a également la part de l'éducation. On peut formuler l'hypothèse sans en être sûr que justement ces croyances étaient très puissantes, notamment dans la période précolombienne. Et les sociologues et les historiens montrent progressivement que les croyances mythiques, les croyances religieuses, en fait, sont une forme de passage obligé pour les groupes humains dans leur construction intellectuelle, dans leur construction sociale, puisque ça leur permet d'expliquer des choses, des faits, surviennent et que la science, à leur stade de développement, ne peut pas encore prouver. Mais évidemment, tous les Amérindiens ne croyaient pas tous ou tout le temps en ces contes. Notamment, comme on l'a dit, étant donné l'essor de la rationalité scientifique qui donne des preuves et des explications différentes, mais aussi la confrontation avec d'autres religions, d'autres, on va dire, d'autres façons de penser. Notamment, on a parlé du christianisme, à savoir les catholiques plutôt vers le Canada et au sud des États-Unis, les protestants depuis les 13 colonies, et il ne faut pas oublier aussi les orthodoxes depuis le nord-ouest, depuis l'Alaska avec les Russes. Il faut savoir que l'Alaska est russe jusqu'en 1867. Ce qui provoque, je veux dire, une autre source de distanciation avec ces contes, c'est que les différentes tribus, on l'a vu, ont parfois des façons différentes de concevoir la création de la Terre. Et elles n'ont pas besoin d'attendre que les Européens arrivent pour entrer en contact mutuellement, de façon commerciale, avec des migrations forcées ou volontaires, et pour se rendre compte que justement, les contes ont voyagé aussi avec et que ce ne sont pas forcément les mêmes, et pour réfléchir à ce sujet-là. Par exemple, les archéologues semblent prouver qu'il y a quelques influences mayas-aztèques qui se retrouvent aux États-Unis, notamment au sud-est des États-Unis, au sud-ouest, pardon, au niveau des tribus Pueblos et Hopis. Donc peut-être que ces tribus-là peuvent comprendre que leur version de la création du monde n'est pas forcément la bonne, il y en a peut-être plusieurs, et ça leur permet aussi évidemment de communiquer ce sujet-là, d'échanger, en sachant aussi qu'ils se rendent bien compte que le conte est modifié selon le conteur sur certaines tribus, ce qui montre que, vu que le conteur est au courant, on sait qu'il y a peut-être des variations, on peut s'interroger à ce sujet-là. Mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas une question de croire ou de ne pas croire à la création de la planète dans ces contes amérindiens. Le but, c'est pas forcément de respecter ces mythes, hein. Les Grecs, par exemple, ne croyaient pas forcément leurs propres mythes durant l'Antiquité. Ou comme nous de nos jours avec Brocéliande et les contes du Graal, hein, on sait que c'est faux. Et c'est pas un problème, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est comme les contes pour enfants. Ce n'est pas parce qu'on n'y croit pas que le conte n'a pas d'importance, ni qu'on ne va pas utiliser ce conte. Le conte, il sert à expliquer des choses. Il a un aspect traditionnel, un aspect social, parfois même communautaire et identitaire. Et le conte, il sert à donner des exemples de comportements, de modèles à suivre. Même si évidemment cela concerne un petit peu moins les contes de la création de planètes que les autres, il conserve évidemment une trace assez importante et un poids assez important. En conséquence, on peut se poser aussi cette nouvelle question, et les contes de nos jours, les contes de la création de la planète, quelle est leur place actuellement? Bien, il faut savoir que les tribus amérindiennes ont, grosso modo, toutes un ou deux domaines de spécialité dans l'art. Par exemple, pour les tribus du sud-ouest, c'est plutôt la poterie. Pour les tribus du nord-ouest, ce sont les grands totems, comme on voit souvent représentés à tort chez les tribus amérindiennes. Alors, on peut dire que les contes peuvent être considérés comme une forme d'art oral. Mais c'est un art qui n'est pas très spécialisé et qui est partagé par la majorité des tribus et qui, du coup, n'a pas profité de la monétarisation et de la marchandisation de l'art dans la seconde partie du 19e et au 20e siècle, contrairement aux poteries, contrairement aux sculptures, au tissage, etc. Par ailleurs, en général, quand on veut représenter de l'art amérindien, eh bien, c'est plutôt dans son aspect ethnographique et artistique qu'on va, on va dire, s'intéresser et pas spécialement à son aspect notamment oral un petit peu fugace. Par exemple, si vous allez à New York dans le National Museum of the American Indian, vous aurez aucune information sur les contes amérindiens. Par contre, vous allez avoir beaucoup de costumes, des textes pour vous dire quelle tribu était à tel endroit, comment ça s'est passé. Et en sachant que, à ma connaissance non plus, les contes n'ont pas bénéficié d'une forme de mécénat, contrairement à certains artistes amérindiens, notamment pour tout ce qui touche à la poterie et pour tout ce qui touche au tissage. Mais il y a quelques rares exceptions, comme par exemple une exposition de Rebecca Belmore,
qui s'appelle donc Réunion à toute fin utile, ou en sa langue Mawache Itowin, qui a été on va dire, partagée en 1992 dans la Galerie nationale du Canada. Donc c'est une artiste ojibwé et qui avait diffusé en fait dans des casques audio quelques contes qui passaient parmi d'autres textes, d'autres explications, notamment parmi des récits de femmes en fait amérindiennes et canadiennes qui parlaient de leur vie et de leur parcours. De nos jours, les contes quand même regagnent un petit peu d'intérêt, notamment dans ce qu'on appelle les powwows et les potlatch. Donc les potlatch, c'est une grande fête amérindienne dans laquelle une famille va dépenser une grosse part de ses économies pour un événement important. Donc en général, souvent c'est un mariage ou une naissance, mais ça peut aussi parfois être un passage à l'âge adulte ou un décès. Et ça, c'est surtout dans les tribus du nord et du nord-ouest des États-Unis et du Canada. Parfois, le village entier, voire la tribu tout entière, donc répartie sur plusieurs villages, peut être invité. Et c'est l'occasion justement de raconter des contes pour leur aspect, pour leur dimension sociale, communautaire, notamment quand c'est un conte qui appartient à une famille, notamment quand c'est le conte qui appartient à la famille qui va réunir le potluck. Chez les powwows aussi, on a souvent des contes, savoir que ce sont des réunions de famille et de tribus dans lesquelles on va danser, dans lesquelles on va partager des repas, on va échanger, on va parler, discuter, on va aussi vendre des souvenirs, on va montrer son artisanat. Alors vous avez énormément d'images et de vidéos sur internet pour vous montrer un petit peu ce que c'est un powwow. Et parfois, justement, il va y avoir aussi des réunions avec des présentations de contes, en particulier auprès des enfants. Et souvent, c'est tourné d'une façon un petit peu plus ludique, parfois avec des spectacles de marionnettes ou des petits films qui seront présentés. Mais parfois aussi, et c'est, on va dire, la plus belle expression qui a été faite à ce jour, il y a certains contes qui vont être racontés lors de danses traditionnelles devant des publics assez inconséquents, on va dire, composés de parfois plusieurs milliers de personnes. Alors en sachant que c'est bien beau de parler de création de la planète et de contes amérindiens, mais à un moment il faut se jeter dans le bain et il faut raconter un conte amérindien sur la création de la planète. Le problème étant que je suis un très mauvais narrateur, mais je pense que néanmoins c'est indispensable étant donné le sujet. Alors c'est un conte que je vais vous lire qui est sur la création du monde chez les Yokut, donc c'est une tribu de Californie. L'avantage c'est qu'il est assez rapide et il fait référence à des choses qu'on a déjà vues. Alors la terre était entièrement recouverte d'eau, à l'exception d'un îlot rocheux sur lequel se tenaient Aigle et Coyote. Tortue nagea vers eux, et ils lui demandèrent de plonger pour ramener un petit peu de boue qui se trouvait au fond de la mer. Tortue ne réussit qu'à toucher le fond avec l'une de ses pattes, et lorsqu'il refit surface, Coyote dut regagner soigneusement sous ses ongles pour y trouver finalement un grain de sable. Aigle et Coyote étalèrent ce grain de sable à la surface de l'eau pour en faire la terre ferme telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et avec un peu de cette terre, ils créèrent ensuite 6 hommes et 6 femmes qu'ils accouplèrent et qu'ils envoyèrent dans toutes les directions. Au bout d'un certain temps, Aigle chargea Coyote d'aller voir ce que devenaient les humains. Et à son retour, Coyote déclara « Ils se comportent très mal. Ils mangent la terre, et une partie de la terre a déjà disparu. » C'est très mal en effet, reconnut Aigle. Nous devons faire quelque chose. Demandons à Colombe de leur procurer de quoi manger. Colombe ne trouva qu'un seul grain de céréales, mais Aigle et Coyote le mirent en terre, et celle-ci du coup se couvrit de graines et de baies qui ne tardèrent pas à germer et à mûrir. Aigle et Coyote conseillèrent alors aux humains de récolter ces céréales et ces baies, de les cueillir et de les manger. Les humains se multiplièrent et peuplèrent donc toute la terre, mais celle-ci repose toujours sur l'eau. Alors, je trouve qu'elle est intéressante cette histoire-là, parce que justement elle fait référence à des personnages qu'on a vus, Aigle et Coyote, à un processus qu'on a vu également, à savoir l'idée que la Terre est un élément qui repose sur une surface aquatique, en dessous de la Terre il y a encore de l'eau, et elle a également, eh bien, comme je vous le disais, une fin qui peut sembler parfois un peu brusque pour nous quand on n'est pas habitué, mais qui est assez traditionnelle et qui ressemble bien à ce que l'on trouve en général dans les contes amérindiens. Et pour conclure cette présentation, on va s'attarder sur quelque chose que pour l'instant je n'ai que sous-entendu, mais que l'on va expliciter. Eh bien, chez les Amérindiens, un monde peut naître, mais un monde peut aussi disparaître. La mort fait partie de la vie et de son cycle chez les Amérindiens, et en général, chez un monde, la mort survient soit par inondation, soit par incendie. Ce n'est pas un drame, c'est normal, ça annonce juste un renouveau. Et il y a des signes avant-coureurs que les Amérindiens doivent respecter, et s'ils n'écoutent pas, s'ils ne veillent pas sur ces signes, eh bien la fin du monde arrivera. Ce sont notamment des séismes, des éclipses ou des éruptions volcaniques. Alors, il y a une photographie qui a été prise par Curtis qui est assez intéressante à ce sujet-là,
qui s'appelle Dancing to Restore an Eclipsed Moon, donc danser pour refaire, on va dire, revenir une lune sous éclipse, qui a été prise en 1915 au nord de Vancouver. Donc c'est une tribu qu'on appelle les Kwakiutl, l'éclipse de lune, c'est vu comme une tentative par une créature céleste d'avaler la lumière. Et pour que la créature recrache la lumière qu'elle a avalée, les Amérindiens, les tribus, doivent prendre des ballots de vieux vêtements et de poils d'animaux qu'ils doivent faire brûler. Le but, c'est que la fumée monte et que l'odeur pestilentielle fasse éternuer la créature pour qu'elle recrache la lumière. Et pour cela, ils vont accompagner le feu par plusieurs danses. Donc c'est une cérémonie qui est née de croyances mythiques, mais qui ensuite a été transmise en partie par les contes. Le problème pour les Amérindiens, c'est que la fin du monde s'inclut aussi dans une série d'événements réels. Et quand j'entends réel, je veux dire vérifiables par des sources historiques. À savoir notamment, il y a des famines, des problèmes avec le gouvernement fédéral aux États-Unis ou au Canada ou encore avec le Mexique. Et ce faisant, eh bien, les contes de la création du monde vont petit à petit parfois être supplantés par des contes sur la fin du monde, notamment justement avec l'implantation de l'homme blanc et avec le début de sa supériorité géopolitique, ce qui contraste bien au final avec la vision qu'a l'Européen du nouveau monde pour lui, alors que pour l'Amérindien, c'est un monde qui est en train de disparaître. L'homme blanc, en général, dans ses contes, amène avec lui la fin du monde. Alors l'homme blanc chez les Amérindiens, c'est un homme qui est très rusé, très intelligent, mais il a un gros défaut, c'est qu'il n'est pas sage. Il vient de l'Est, c'est quelque chose de fort pour les Amérindiens, parce que l'Est, chez eux, c'est le point cardinal le plus important, c'est par là que vient le soleil. Et l'homme blanc donne aux Amérindiens des choses qu'ils ne veulent pas dans leur monde, comme par exemple des nouveaux noms. Il donne des nouveaux noms aux tribus qui ne sont pas les leurs, il leur donne les barrières, il leur donne le train, il leur donne de nouvelles croyances, de nouvelles langues, aussi des alcools forts et des poils sur le visage et également des maladies inconnues. Et du coup, tout cela va petit à petit s'implanter dans les contes de la fin du monde. Chez les Sioux brûlés, par exemple, l'esprit créateur a dit aux hommes qu'il venait de créer: le premier de mes mondes était mauvais, les créatures qu'il habitait étaient mauvaises, je l'ai donc brûlé. Le second monde était mauvais lui aussi, alors je l'ai inondé. Voici mon troisième monde. Maintenant, vous avez appris comment vous comporter en être humain et vivre en paix les uns avec les autres, ainsi qu'avec tous les autres vivants, ceux qui ont deux pattes, ceux qui en ont quatre, ceux qui en ont beaucoup, et ceux qui volent, mais aussi ceux qui n'ont pas de pattes, les plantes de ce monde, et alors tout ira bien. Mais si vous abîmez le monde, si vous le rendez mauvais, je le détruirai. À vous de choisir. Je vous remercie.